La deuxième idée de la promesse démocratique, le deuxième commandement, on pourrait dire, de cette promesse, à côté de l'idée « tous les hommes sont grands », c'est l'idée d'égalité, vient une deuxième qui consiste à dire « tous les hommes peuvent grandir ». Et c'est en fait la clé de voûte. Si tous les hommes sont grands, c'est parce que tous les hommes peuvent grandir. C'est dans ce sens que la liberté arrive avant l'égalité dans la devise républicaine. La liberté, c'est tous les hommes peuvent grandir. C'est parce qu'ils sont libres, au fond, que les êtres humains sont égaux. Les hommes, par nature, ça veut dire en tant qu'ils sont conditionnés comme des animaux, comme des êtres naturels, sont inégaux. L'inégalité règne dans la nature. C'est parce qu'ils s'arrachent à cette nature, parce qu'ils sont libres, qu'ils sont égaux. Voilà l'idée profonde, défendue par beaucoup d'auteurs que je citerai dans un instant. Le cœur de cette idée de la liberté qui conditionne l'égalité, c'est une notion qui a eu un magnifique succès au XVIIIe siècle, dont on parle un peu moins, mais qui mériterait d'être revue, c'est la notion de perfectibilité. Perfectibilité. C'est rare pour une notion, mais on en trouve la naissance. On identifie la naissance dans les lettres dans l'année 1755, même s'il a été prononcé oralement avant, je ne vais pas revenir sur cette histoire, elle se trouve pour la première fois dans le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes de Jean-Jacques Rousseau, et corrélativement dans une lettre de Grimm, le frère Grimm, d'ailleurs qu'il l'exprime de cette manière, les deux étant en correspondance, la naissance c'est une connaissance, si je puis dire. Le principal caractère qui le distingue l'homme de toutes les autres créatures de l'univers, c'est la perfectibilité ou la faculté de se rendre plus parfait. Et puis dans le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, Rousseau s'interroge sur la différence entre l'homme et l'animal, donc 1755 également, et il a cette image très fameuse, qui est très très profonde en vérité. Il dit la chose suivante, c'est pas l'intelligence ou le langage qui distingue l'homme et l'animal, d'ailleurs il y a certains humains qui sont assez peu intelligents et on peut tous considérer que bien des animaux seraient beaucoup moins bêtes que ces êtres humains. Mais voilà. Ça, c'est l'argument classique. Donc, ce n'est pas la raison qui distingue. L'homme n'est pas un animal rationnel, comme disait Aristote, ou un animal parlant. Il a une caractéristique qui le distingue de manière essentielle. Voilà l'image que prend Rousseau. Mettez un chat sur un tas de très bons grains, mettez un oiseau sur un tas de très bonne viande, dit Rousseau. Eh bien, l'un et l'autre préféreront mourir que plutôt que d'essayer ceux dont leur subsistance dépendrait. Donc ils n'ont pas la capacité de s'arracher à leur instinct, à leur programme. Ils sont programmés pour aller dans tel ou tel sens, pour se nourrir de telle ou telle manière. En revanche, dit Rousseau, l'être humain est sans doute le seul animal qui est capable de manger jusqu'à s'en rendre malade et de boire jusqu'à en mourir, de devenir ivre-mort. C'est-à-dire qu'il est tellement peu programmé par ses instincts qu'il est capable d'utiliser cette liberté à son préjudice. Et la meilleure preuve, dit Rousseau, de la liberté humaine ne s'identifie pas dans la capacité de l'homme de faire le bien, mais beaucoup plus dans sa capacité de faire le mal. Et de faire le mal contre lui ou contre les autres. C'est voir à quel point cet homme est non programmé, et cette non-programmation définit le propre de l'homme, ce qui se lie, aux yeux de Rousseau, dans deux secteurs qui sont véritablement le propre de l'espèce humaine, l'histoire, c'est-à-dire la capacité d'accumuler du patrimoine symbolique, culturel, de faire en sorte effectivement que l'humanité d'aujourd'hui n'est pas du tout la même de l'humanité d'il y a 50 000 ans, même si on découvre plein de choses extraordinaires sur Néandertal, l'humanité n'est pas du tout la même, alors que les abeilles d'aujourd'hui sont exactement les mêmes d'il y a plusieurs millions d'années. Leur espèce n'a pas du tout changé. Rien dans leur mode de vie n'a été transformé de quoi que ce soit, même si elles vont un peu moins bien, mais ce n'est pas de leur fait. Donc de ce point de vue-là, l'histoire humaine est le premier critère qui définit cette perfectibilité, ce qui fait que l'homme est capable de se auto-programmer ou de se déprogrammer
ce qui fait que l'histoire humaine est une histoire qui n'est pas une histoire de la répétition du même. Ça, c'est le premier critère pour ce qui concerne l'espèce. Et pour ce qui concerne l'individu, c'est évidemment l'éducation. L'éducation, le fait que le petit homme ne sait absolument pas se débrouiller avant, tout seul, sans ses parents, avant, disons, une trentaine d'années. Je blague évidemment, mais l'idée qu'effectivement, l'éducation n'est pas simplement un art humain, c'est un besoin vital. L'humain, comme on dit dans le vocabulaire biologique, est un être de néothénie, c'est-à-dire il est un prématuré. Il naît avant terme, en quelque sorte, avant d'être fini, et il n'est d'une certaine façon jamais fini, alors qu'une petite tortue est capable de se débrouiller, d'aller toute seule vers la mer. Un petit cheval se lève très vite, même si leur chance de survie est infime sans leurs parents. En tout cas, ils sont constitués, ils ont tout ce qu'il faut. L'être humain est totalement désemparé face à l'existence, et il a besoin d'une éducation. Éducation, c'est pas simplement éducation à apprendre des mathématiques, mais une éducation à vivre. Sans cette éducation, cet être humain ne peut pas vivre, ne peut pas subsister, n'a aucune chance de survivre. L'animal peut être déstressé, mais l'éducation est proprement le propre de l'homme. Donc histoire et éducation sont les deux signes de cette perfectibilité qui va dans les deux sens. C'est à la fois la capacité de progresser, de s'améliorer, mais aussi constamment le risque de se détériorer, de tomber plus bas que bête, plus bas que terre, de se pervertir complètement. Parce que non programmé, l'homme peut être perverti, peut être un pervers. Les animaux, eux, sont tellement programmés que la nature, d'une certaine façon, leur fait faire des choses toujours correctement. Le chat sait quand il peut sauter, quand il peut sans tomber. L'abeille sait le moment où quelle fleur elle peut prendre. Enfin, en règle générale, même s'il y a toujours une marge de manœuvre, la programmation fait office de fonctionnement et de vie quotidienne. Les abeilles n'ont pas besoin de politique, par exemple. C'est pour ça que ça marche beaucoup mieux dans la ruche que chez les humains. Donc ce critère de la perfectibilité est un critère essentiel. L'homme, tous les humains peuvent en dire, c'est pas un critère nouveau. Je vais citer quelques textes qui indiquent bien que c'est un critère ancien, mais comme le dit Tocqueville dans la démocratie en Amérique, je cite ce passage, « Bien que l'homme ressemble sur plusieurs points aux animaux, un trait n'est particulier qu'à lui seul, il se perfectionne. » Perfectibilité. Et eux ne se perfectionnent point. L'espèce humaine n'a pu manquer de découvrir dès l'origine cette différence. L'idée de la perfectibilité est donc aussi ancienne que le monde. L'égalité, donc la démocratie, ne l'a pas fait naître, mais elle lui donne un caractère nouveau. Donc cette perfectibilité, c'est le trait essentiel, mais la démocratie va en quelque sorte en démultiplier les effets. Tous les hommes peuvent grandir. Voilà l'idée essentielle. Et pour bien montrer que ce n'est pas une idée propre à la civilisation de la démocratie, alors je suis en train de me contredire ici parce que je vais citer un grand démocrate en présence de Sophocle, mais un démocrate qui vit malgré tout dans une société qui est encore aristocratique, mais malgré tout nous avons là ici l'embryon de ce discours de la perfectibilité. C'est un passage absolument sublime que je vais lire un peu, enfin dans sa totalité pour le dire clairement, j'ai 3 paragraphes, tiré de Antigone, Antigone 331 et suivant. Et voilà ce que dit le cœur de Sophocle. « Il est bien des merveilles en ce monde. Il n'en est pas de plus grande que l'homme. Il est l'être qui sait traverser la mer grise, à l'heure où soufflent les vents du sud et ses orages, et qui va son chemin au milieu des abîmes que lui ouvrent les flots soulevés. Il est l'être qui tourmente la déesse auguste entre toutes, la terre. La terre éternelle et infatigable, avec ses charrues qui vont chaque année la sillonnant sans répit, celle qu'il a fait labourer par les produits de ses cavales. Vous voyez que déjà, la violence faite à la terre, c'est déjà une thématique qu'on trouve à l'époque de Sophocle. Donc voilà, je reprends. Les oiseaux étourdis, il les enserre, il les prend, tout comme le gibier des champs et les poissons peuplant les mers, dans les mailles de ses filets. L'homme a l'esprit ingénieux. Par ses engins, il se rend maître de l'animal sauvage, qui va courant les monts
et le moment venu, il mettra sous le joug et le cheval à l'épaisse crinière et l'infatigable taureau des montagnes. Paroles, pensée vite comme le vent, aspiration d'où naissent les cités, tout cela, il se l'est enseigné à lui-même. Aussi bien qu'il a su, en se faisant un gîte, se dérober aux traits du gel ou de la pluie, cruel à ceux qui n'ont d'autre toit que le ciel. Bien armé contre tout, il ne se voit désarmé contre rien de ce que peut lui offrir l'avenir. Contre la mort seule, il n'aura jamais de charme, magie, permettant de lui échapper, bien qu'il ait déjà su contre les maladies les plus opiniâtres imaginer plus d'un remède. Pas tous, mais ça va pas tarder. Mais ainsi, maître d'un savoir dont les ingénieuses ressources dépassent toute espérance, il peut prendre ensuite la route du mal, tout comme du bien. Qu'il fasse donc dans ce savoir une part aux lois de sa ville et à la justice des dieux à laquelle il a juré foi. Il montera alors très haut dans sa cité, tandis qu'il s'exclut de cette cité le jour où il laisse le crime le contaminer par bravade. Ah, qu'il n'ait plus de place alors à mon foyer, ni parmi mes amis, si c'est comme cela qu'il se comporte. Vous voyez, l'idée est très profonde, c'est que cette perfectibilité humaine, c'est ce qui fait naître le bien et le mal. C'est parce qu'on est libre, parce qu'on a le choix, que les deux options, le carrefour se présente entre le bien et le mal dans la nature. Eh bien, cette possibilité, cette choix, cette discrimination entre le bien et le mal n'existe pas. Donc la perfectibilité, c'est la naissance de la morale. La perfectibilité, elle se lie dans le fait de dégénérer, mais elle se lie aussi dans la capacité de faire des choses grandioses. Et donc tous les hommes peuvent grandir, c'est cette idée essentielle que si tous les hommes sont égaux, c'est parce que tous les hommes sont aptes à se perfectionner. Tous ne le font pas. Certains se détériorent. Ce sont les salauds, ce sont les médiocres, ce sont les méchants. Mais tous peuvent le faire. Et cette promesse démocratique, on la trouve aussi dans un texte de la Renaissance, le Pic de la Mirandole, le discours de la dignité de l'homme, qui reprend le mythe de Prométhée. Je lis simplement le petit passage où Dieu s'adresse à Adam, qui ressemble un peu à Prométhée, en lui expliquant pourquoi il a une place si particulière dans la création. Je lis ce petit texte fameux. « Si nous ne t'avons donné, Adam, ni une place déterminée, ni un aspect qui te soit propre, donc ni une place déterminée dans la nature, ni un aspect qui te soit propre, ni aucun don particulier, c'est afin que la place, l'aspect, les dons que toi-même aurais souhaité, tu les aies et les possèdes selon ton vœu, à ton idée. » Et comme chez Sophocle, il se l'est enseigné à lui-même. Pour les autres, leur nature définie et tenue en bride par des lois que nous avons prescrites. Les instincts, la nature. Toi, aucune restriction ne te bride. C'est ton propre jugement auquel je t'ai confié qui te permettra de définir ta nature. Permettra de te définir ta nature. L'idée, c'est ça, grandir. Si je t'ai mis dans le monde en position intermédiaire, c'est pour que, de là, tu examines plus à ton aise tout ce qui se trouve dans le monde alentour. Si nous ne t'avons fait ni céleste ni terrestre, ni mortel ni immortel, donc ni terrestre ni animal, ni céleste ni divin, ni mortel ni immortel, c'est afin que, doté, pour ainsi dire, du pouvoir arbitral et honorifique de te modeler et de te façonner toi-même, tu te donnes la forme qui aurait eu ta préférence. Tu pourras dégénérer en formes inférieures, qui sont bestiales. Tu pourras, par décision de ton esprit, te régénérer en formes supérieures, qui sont divines. Voilà. Voilà la liberté humaine exprimée. Voilà la perfectibilité. Cette capacité de grandir, de pouvoir grandir, c'est cette promesse démocratique qui, chez Sophocle, est limitée. La tragédie, le Pic de la Mirandole, est une promesse encore inscrite dans l'ordre du cosmos et dans l'ordre de la religion, mais qui, progressivement, dans la civilisation démocratique, va s'élargir à la totalité de la population. Nous sommes tous dans cette perspective, tous des personnes qui
devons grandir. C'est notre destin, et il n'y a pas le choix. Nous devons devenir des grands. C'est pour ça que c'est très angoissant. D'être un démocrate et un individu, et d'être autonome, c'est très angoissant parce que c'est d'une certaine façon, nous n'avons pas le choix. Nous devons assumer cette mission qui nous est donnée, en bien ou en mal, peu importe, mais nous devons le faire. Et donc, il n'y a pas j'allais dire, de grandeur particulière, c'est quelque chose d'extrêmement puissant et qui nous dépasse, cette exigence que nous devons ou que nous pouvons assumer ou pas. Avec du coup aussi, ce sera le dernier point sur cette thématique de la perfectibilité, la question des limites. Perfectible jusqu'où? Et de ce point de vue-là, on le voit chez ces deux textes. Pour Sophocle, on le voit, on l'entend dans le texte qu'on a cité, le risque de cette perfectibilité, c'est évidemment ce que les Grecs appelaient l'hubris, c'est-à-dire la démesure. Le moment où l'humain grand va être tenté de devenir trop grand, c'est-à-dire va devenir un élément de trouble dans l'univers, dans le cosmos harmonieux. Et donc la limite de la perfectibilité pour quelqu'un comme Sophocle, c'est effectivement la tragédie. La tragédie, c'est l'inscription du désordre cosmique, c'est le fait qu'un individu ne soit pas, disons, à sa place, et sorte de son rôle, sorte de son destin, que Oedipe veuille connaître l'avenir, que on ne connaisse pas la malédiction qui pèse sur une famille, chez Agamemnon. Tout ça fait que, voilà, il y a du désordre, et donc la limite de la perfectibilité, c'est l'ordre cosmique. Chez Pic de la Mirandole, la limite de la perfectibilité, comme dans toute la théologie chrétienne, c'est quand cet humain va être tenté de se faire comme Dieu. C'est la tour de Babel. C'est monter, construire, perfectible, grandir, 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 jusqu'à atteindre la divinité elle-même. Et là, dans ces deux discours, le cosmos se venge, c'est la tragédie, et puis Dieu intervient et fait en sorte que cette tour n'aboutisse jamais, en introduisant, idée extrêmement profonde, la diversité des langues. Ce qui fait que pour construire cette tour, il faut pouvoir s'entendre, hein, voilà, il faut se comprendre, et à partir du moment où Dieu intervient à la tour de Babel, les gens ne se comprennent plus, ne peuvent plus construire, et donc on préfère le conflit plutôt que la grandeur. Ce qui nous amène à la troisième idée, et troisième limite, qui est la limite démocratique, ce qui est la limite de notre perfectibilité, à nous autres humains, son cosmos et peut-être son Dieu, et c'est l'autre, tout simplement, c'est-à-dire l'altérité, ne pas grandir au détriment des autres. Nous devons grandir, mais nous ne devons pas grandir au détriment des autres, ce qui nous amène à la troisième idée, nous devons grandir ensemble. Troisième idée de la promesse démocratique, tous les hommes sont grands, égalité, tous les hommes doivent et peuvent grandir, liberté. Nous pouvons grandir ensemble, c'est la promesse de fraternité. Promesse de fraternité que je vais examiner rapidement pour terminer, parce que c'est la question politique par excellence. Comment vivre ensemble sans s'entretuer, c'était la question. Alors, on le sait, ce mot de fraternité est très suspect aujourd'hui. Il est suspect de deux points de vue. Suspect du point de vue des féministes et suspect du point de vue des libéraux. Pour les féministes, évidemment, fraternité, c'est frère. Donc ça nous rappelle le vieux temps des machos où les citoyens étaient les seuls humains et que, effectivement, il est très important d'introduire désormais un peu de féminin dans cette vie politique très machiste. Frère, ça fait frère d'armes, frère, ça fait effectivement allons enfants de la patrie, tout ça est un peu militaire, et mettre un peu plus de care, de soins, de sollicitude dans cette affaire, donc il faudrait changer le mot. Il y a différentes propositions, donc on peut mettre fraternité et sororité. La proposition, alors qui a eu un degré d'avancement important, c'était la proposition d'adelphité. Adelphité, alors c'est un mot un peu compliqué, qu'on trouve dans Philadelphie. Le mot Philadelphie, c'est celui qui aime la... Alors, Adelphos, c'est la matrice. C'est-à-dire, Adelphos, c'est ceux qui sont issus, adelphité, de la même matrice. Alors qu'ils soient frères ou sœurs, peu importe, hein, c'est neutre. C'est, voilà, on vient du même ventre, et donc nous sommes, en quelque sorte, frères et sœurs, Adelphos.
Bon. Donc voilà la proposition. Il faudrait donc désormais transformer notre devise entre liberté, égalité, adelphité. Ça, c'est la première proposition. Deuxième proposition qui vient des libéraux, qui considèrent que la fraternité, c'est un peu trop substantiel, au sens où c'est un peu trop charnel. Ce sont des valeurs familiales. Ces valeurs familiales sont un peu paternalistes et en général, on préférerait transformer notre devise en sortant l'idée de référence à une famille. Nous ne sommes pas une famille, une société n'est pas une famille, mais en utilisant par exemple le mot solidarité. Liberté, égalité, solidarité. Solidarité étant un mot très, très joli, très beau. La solidarité, ce n'est pas la générosité, puisque la générosité, c'est sacrifier mes intérêts au détriment de l'autre. Voilà, j'accepte de renoncer à mon intérêt pour l'autre. La solidarité est un principe beaucoup plus politique, c'est que en défendant les intérêts des autres, je défends mes propres intérêts. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'intérêt bien compris. C'est l'idée, par exemple, je n'ai pas intérêt à ce qu'il y ait trop de pauvres dans une société, parce que d'abord, c'est désagréable de voir des pauvres, ça donne mauvaise conscience, voilà, c'est pas... Et puis, plus profondément, s'il y a trop de pauvres dans une société, ça créera inévitablement des conflits, et donc il y a des risques. Donc, je suis solidaire des pauvres parce que, d'une certaine manière, j'ai intérêt à ce que les pauvres ne soient pas trop pauvres, parce que s'ils sont trop pauvres, ma richesse risque d'en être menacée, par exemple. Ça peut être un peu plus intelligent aussi, ça peut être de dire, en fait, j'ai envie de vivre dans une société, c'est parce que c'est plus agréable, où les écarts de salaire soient acceptables. Voilà, tout simplement, parce que c'est ma conception de la société, le principe de justice, et donc j'ai envie de vivre dans une société où les écarts de salaire sont pas excessifs. Voilà ce que c'est que la solidarité. Donc vous voyez, deux critiques du mot fraternité qui ont du sens. Adelphité d'un côté, bon, ça c'est un petit peu éloigné du sens commun. Solidarité, ça pourrait avoir du sens. Alors moi, je voudrais défendre au contraire le mot fraternité. Parce qu'il y a un malentendu. C'est pour cela que ce mot est formidable. Parce qu'on entend souvent dans fraternité le fait d'être frère. Oui, en effet, ça fait partie de la définition, mais le fait d'être frère renvoie à un imaginaire mythologique très puissant et très particulier. Dans fraternité, il y a certes le fait, les frères, de s'aimer comme des frères, mais il y a aussi beaucoup plus profondément le fait de se haïr comme des frères. Dans fraternité, il y a aussi en écho fratricide. Et fratricide, ça c'est quelque chose dans la littérature qui est bien connu. Romulus et Rémus, Caïn et Abel, Antigone dont on parlait tout à l'heure, et Polynice. On a ici des frères qui se sont affrontés, qui se sont tués entre eux. Et le mot fratricide a ceci de beaucoup plus significatif qu'adelphité ou solidarité, c'est qu'il intègre dans sa définition le conflit. La question politique par excellence. C'est pour ça que la fraternité est très belle. Comment allons-nous vivre ensemble? Comment allons-nous grandir ensemble? En sachant que le fait de grandir, inévitablement, est source de conflit. En sachant que le fait de grandir, inévitablement, va produire des tensions, va produire des meurtres, va produire des guerres. Et donc, le mot fraternité est beau parce que ce n'est pas un mot uniquement positif, idyllique, formidable. C'est une tâche, c'est un travail. C'est un travail, et ce qui fait la force de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, c'est que justement, elle ne décrit pas une situation par rapport à une autre devise, au hasard, travail, famille, patrie. Bon, voilà, ça décrit. On a un travail, en général, on a une famille, en général, et on a une patrie. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Voilà. Liberté, égalité, fraternité, ça, c'est pas acquis. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis, c'est un boulot de tous les jours. Il faut avancer. On n'est jamais totalement libre, on n'est jamais totalement égaux. Et la fraternité est un vrai problème. Donc, la grandeur de la devise républicaine, c'est qu'elle décrit des tâches, des missions, des horizons. Caractéristique de l'horizon, je le redis, on s'en rapproche toujours, on ne l'atteint jamais, mais il nous guide. Et donc, c'est ça la promesse démocratique. La promesse démocratique, c'est le fait que nous n'avons jamais fini de grandir.
Je résume l'idée parce qu'elle est, quand on y songe, d'une puissance inouïe. Tous les hommes sont grands. Toutes les personnes humaines sont grandes. Si toutes les personnes humaines sont grandes, c'est parce que toutes les personnes humaines doivent et peuvent grandir. Peuvent et doivent grandir. Et si nous devons grandir ensemble, et si nous pouvons grandir ensemble, c'est en vérité parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de le faire. On ne grandit jamais tout seul. Pour pouvoir grandir, pour pouvoir être adulte, j'ai besoin des autres. J'ai besoin qu'on me donne un coup de main, ça c'est clair, de parents, d'éducateurs, mais surtout, et plus encore, j'ai besoin, moi, de filer un coup de main aux autres. On ne grandit vraiment qu'en faisant grandir les autres. On ne grandit vraiment qu'en étant soi-même à l'égard des autres dans une situation d'aide à grandir. C'est ça que je qualifiais d'autorité, la bonne autorité démocratique. L'autorité de la démocratie, c'est l'autorité qui fait grandir à la fois celui qui l'exerce, celui qui est détenteur de l'autorité, et celui qui s'y soumet, ponctuellement. C'est ça qui fait grandir. Et donc la promesse démocratique, quand on y réfléchit, est d'une puissance inouïe, et on n'a pas fini d'en parler. Elle nous déçoit parce que on n'a jamais fini de grandir, même quand on est très vieux, mais elle nous guide continuellement parce que cette idée de grandir, c'est ça qui constitue le propre de l'humain. C'est sans doute pourquoi la démocratie n'est pas simplement, comme le disait Churchill, le pire des régimes à l'exception de tous les autres. Mais c'est en effet le meilleur. Le meilleur parce qu'il est le plus propre à l'être humain, qui est un être de grandeur, pour le meilleur comme pour le pire. Je vous remercie.